Salut à tous, aujourd'hui on va répondre aux nombreuses questions que vous m'avez posées sous les précédentes vidéos et en profiter pour Jason Statamer quelques idées reçues sur l'uranium. Ah bah vous aimez mes vidéos sur le nucléaire, vous allez en bouffer. J'ai encore plein de sujets à aborder, je sais même pas comment je vais réussir à tous les caler, mais je me fais un devoir de répondre à vos exigences. Donc, abonnez-vous pour voir les prochaines. Ça devrait causer démantèlement, réacteur au thorium, sécurité, recherche. On va faire un tour d'horizon aussi des différents organismes, IRSN, CEA, ASN, AIEA, puisque j'en parle souvent dans mes vidéos et que j'ai trouvé ça intéressant de détailler leur rôle spécifique. J'espère que ça pourra se faire avant l'été, ou pas. Qu'est-ce que... Ah oui, générique. Ouais, c'est rapide aujourd'hui. Alors, l'uranium, c'est qu'est-ce que quoi? L'uranium, c'est un élément chimique, comme l'oxygène ou le carbone par exemple, de la famille des actinides, parce qu'il se comporte chimiquement un peu comme l'actinium. On s'en fout un peu de ça, non? C'est une famille de métal, quoi. En effet, actinide est le groupe de ce qui se fait de plus lourd dans le métal, comme Toxic, Curium Blast Zombies, Thorium, Lethal Nuke Strike, ou le très décrié Jesus, Holocaust, Plutonium, Tchernobyl, of the Dead Berkelium. Qu'est-ce que tu fous là? Bah quoi, tu m'appelles jamais dans tes vidéos, moi je saute sur toutes les occasions. C'est vrai que tu la joues un peu perso ces derniers temps, quand même. Ah non, il est dans le boycott le plus total. Il n'avait plus dans les vidéos, je trouve qu'il a changé. Bref, tu parles métal, je débarque. Non mais... du métal comme le fer ou l'aluminium, pas le genre musical. En plus, je suis sûr que t'as inventé les noms de groupes. Ouais, parce qu'en fait, bah, j'ai rien trouvé sur un groupe qui s'appellerait Actinide. Amateur. Bref, l'uranium, c'est donc l'élément numéro 92 du tableau périodique, et c'est un métal lourd. Pour rappel, un élément chimique, c'est un noyau composé de protons et de neutrons, et d'un nuage d'électrons qui gravitent autour. Et un élément chimique est déterminé par son nombre de protons. Un proton, c'est l'hydrogène, 6, c'est le carbone, et 47, c'est l'argent par exemple. Argent, le métal, pas argent, le don que vous pouvez me faire sur mon Utip, et encore aussi sur le Tipeee pour ceux qui préfèrent, pour soutenir mon travail et aider à produire les prochaines vidéos. Vu que je veux pas sponsoriser ce genre de vidéos dans un souci de neutralité absolue. Ou qui peut vous servir à vous procurer ce magnifique t-shirt sur ma boutique en ligne. Si on change le nombre de protons, on change donc l'élément, tout simplement. Pas de discussion. Ok, donc toi avec tes 46 protons, donc tu n'es pas du tout de l'argent, tu es du palladium. Et toi là, avec tes 48 protons, tu penses aller où comme ça là? Non, on t'a reconnu, t'es du cadmium. Par contre, on peut changer le nombre de neutrons comme on veut. Ça change pas l'élément. Un élément peut avoir plusieurs configurations de neutrons différentes. On appelle ça, vous l'attendez tous, des isotopes. Merde, il est pété mon truc ou quoi? Ça serait peut-être bien de laisser faire les professionnels. On t'a demandé la liste des courses à toi? Des isotopes. Oh le mauvais. Je comprends pas, d'habitude ça part tout seul, mais là visiblement ça marche pas. Bref, tous les éléments chimiques ont des isotopes. Tu te fous de ma gueule. Certains sont stables, ils ne changent pas dans le temps, et d'autres sont radioactifs. Ils transmutent en un autre élément moins lourd selon une fréquence qui leur est propre, tout en émettant des radiations donc. Les bananes par exemple contiennent du potassium en partie stable, ça reste du potassium à vie, et du potassium 40, du potassium radioactif donc, qui se transforme en calcium 40 ou en argon 40. Il se produit environ 15 désintégrations radioactives par seconde pour chaque banane. Dans votre corps, entre le potassium 40, le carbone 14, etc., c'est environ 8000 désintégrations radioactives par seconde. Tant que le nombre de protons reste le même, ça reste le même élément chimique qui va se lier quasiment pareil que ses cousins au sein d'une molécule. Mais on fait pas de la chimie ici, on fait de la physique, on se contente pas juste du nom. On est un poil plus carré. Je saurais pas dire pourquoi, mais je te trouve un poil vexant aujourd'hui. Je sais pas, je crois que c'est parce que j'ai bouffé un truc qui passe pas. Pour différencier les différents isotopes, les différentes versions d'un même atome, on ajoute un nombre après le nom. Ce nombre correspond au nombre de protons et de neutrons dans le noyau. Le potassium normal, stable et la version la plus abondante, c'est du potassium 39. 19 protons, 20 neutrons. Et le potassium 40, radioactif, c'est 19 protons et 21 neutrons. Ils ont donc les mêmes propriétés chimiques, mais pas les mêmes propriétés physiques. Le nombre de neutrons va déterminer leur période radioactive et comment on va pouvoir s'en servir. L'uranium donc est l'élément qui contient 92 protons. Il s'est formé au cœur de gigantesques étoiles mourantes, comme toute la matière qui nous compose. Il est absolument partout autour de nous, dans le granit, dans l'eau de mer, mais en très faible quantité. C'est le 48e élément le plus abondant sur Terre, plus que l'argent par exemple.
l'argent, toujours le métal, hein, pas le type, tout ça. Et il est bien entendu totalement naturel, et il est présent sur Terre depuis sa création. Découvert en 1789 par Martin Heinrich Klaproth, j'en ai déjà parlé, mais c'est juste pour le plaisir de redire Klaproth. Klaproth. C'est l'élément naturel le plus lourd. Le plutonium est plus lourd, mais il est créé artificiellement. On va y revenir. Par contre, il n'existe pas de forme stable de l'uranium. Il n'y a pas un seul de tous ces isotopes qui peut traverser le temps pépouze. Tous les atomes d'uranium de l'univers, un jour, seront devenus autre chose. Et vous voyez ça, je trouve ça ultra triste. Le fer, l'oxygène, ils vont pouvoir continuer leur petite vie tranquille entourée de leurs nuages d'électrons, mais l'uranium finira fatalement par se transformer en autre chose. I don't want to go. Alors, je dis un jour, mais c'est vraiment dans très... Il en manque un... Très longtemps. Parce qu'en fait, bon, je dis que l'uranium est radioactif, mais pas vraiment. Enfin, si, il est radioactif, hein, mais naturellement très peu radioactif. Il est même quasiment stable. Sa manipulation ne demande d'ailleurs pas de protection particulière. Sa période radioactive est de 4,47 milliards d'années. C'est bon, je ne me suis pas planté cette fois. Ça veut dire que les dégradations radioactives sont très peu fréquentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en reste encore aujourd'hui sur Terre. Bah ouais, vu qu'il n'y a pas d'élément naturel plus lourd que lui, rien ne peut spontanément se transformer en uranium. Un élément radioactif se transforme toujours en un truc moins lourd. Et avant qu'un roi de la galéjade ne sorte l'argument le plus éclaté au sol, si c'est pas dangereux, t'as qu'à en manger 1 kilo pour voir. Non, rigole pas, je te jure, il y a vraiment des gens qui ont tellement pas de race qui te sortent ça sans aucune honte, comme si c'était une preuve absolue. Bon, je vais pas balancer les noms, hein, loin de moi l'idée de les accabler s'ils ont arrêté l'école au CO2, mais voilà, si l'uranium est effectivement peu dangereux sur un plan radiologique, il est en revanche beaucoup plus sur un plan chimique. Mais qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui? Rien, c'est juste comme ça. Il est 100 fois plus toxique en tant que métal lourd, comme le plomb par exemple, que pour sa radioactivité. L'immense majorité de l'uranium présent dans la nature est de l'uranium 238. 92 protons donc, et... 136,8 neutrons. Je t'ai assimilé 421, moi. 99,27% de l'uranium naturel est sous cette forme, et 0,7% de l'uranium, et non pas 0,3 comme je l'ai mis dans la dernière vidéo, et de l'uranium 235, celui qui va nous intéresser. Parce que, ouais, pour le moment, l'uranium 238, on n'en fait que dalle. C'est un peu le délégué syndical de ta boîte. On sait qu'il est là, mais dans l'ensemble, il branle rien. Je dis pour le moment parce que là, on ne sait pas l'exploiter tel quel. L'uranium 238, il faut soit le transformer, soit l'enrichir. Comme on l'a vu, l'isotope qui va nous intéresser, c'est l'uranium 235. Lui, on peut le casser en deux pour produire de la chaleur dans nos centrales nucléaires. Mais pour ça, il faut enrichir l'uranium, passer de 0,7% naturellement à entre 3 et 5%. Et donc mettre de côté une bonne partie de l'uranium 238, en attendant d'en faire quelque chose. Alors bon, le truc est faiblement radioactif, et on a des solutions pour en cramer une partie quand même. Le reste, juste, faut l'entreposer, quoi. On peut aussi transformer ce gros mou du genou en autre chose pour le rendre utile à la société. Putain d'assisté. Un truc qu'on va pouvoir faire, c'est lui balancer des neutrons dans la mouille pour le transformer en uranium 239. Il capte un neutron, plus 1, 239. Toujours inutile comme ça, mais comme il aime pas trop cet état, un de ces neutrons va se transformer spontanément en proton, et ainsi devenir du plutonium 239, fissile lui, avec une période radioactive de 24 000 ans. Lui, on va donc pouvoir l'utiliser comme carburant dans les centrales en mix avec l'uranium. Mais avant d'en faire quoi que ce soit, il faut l'extraire. L'uranium est donc relativement abondant et surtout relativement uniformément réparti sur la planète. Il y a des gisements partout, il y en a même eu en France, ce qui permet un approvisionnement sécure et varié. C'est Orano, anciennement Areva, et EDF qui s'occupent de tout ça. Oui, c'est pourquoi? Oui, bonjour, j'ai une livraison de fake news pour vous. Ah, très bien, merci. Ah oui, quand même. Bon, ok, donc on va donc directement planter un bon Shimewaza à quelques fables, en premier lieu de laquelle, non, la France ne pille pas l'Afrique de ses ressources en uranium.
25% de l'extraction mondiale provient du Kazakhstan, 13% du Canada, 9% d'Australie, 5% de Russie et 14% seulement vient d'Afrique. Je vous mets le graphe complet et bien entendu lien en description pour en savoir plus. L'offre est très variée, donc pas d'exclusivité à un pays qui peut poser problème comme par exemple le gaz russe en ce moment. Alors on n'a pas le détail exact de ce qu'importe la France, de où vient exactement tout notre uranium, mais cette répartition donne quand même une idée assez précise de nos sources d'approvisionnement. Actuellement, la France possède un stock pour couvrir ses besoins entre 3 et 5 ans. De quoi voir venir et anticiper largement en cas de souci. On importe 8 à 9 000 tonnes d'uranium par an pour nos centrales venant d'une demi-douzaine de pays pour un prix compris entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. En comparaison, on importe pour 45 milliards de pétrole et 10 milliards de gaz. Donc un chiffre balancé sans comparatif, ça vaut autant que Mimi Mati dans ton équipe de basket. Et comme les quantités de matières importées sont somme toute relativement raisonnables, l'impact écologique lié à leur transport est également relativement faible. Pour l'instant, l'essentiel de l'extraction est minière. On trouve entre quelques kilogrammes par tonne de minerai à 200 kilos. Et oui, tonne, ça fait toujours un petit peu peur comme mot, mais une tonne de minerai d'uranium en volume, ça fait... ça. Toujours mettre en perspective. Autre affirmation totalement claquée du cul, il nous resterait environ 60 ans de ressources mondiales avant d'être à sec. Alors déjà, même si c'était vrai, c'est faux mais admettons, ça laisse 60 ans de carburant bas carbone en pleine urgence climatique. C'est déjà pas mal. Et non, les données donnent plutôt une valeur autour de 100 ans. Ce qui est guère plus, me diras-tu jeune insolent, et tu auras raison. Mais c'est 100 piges avec les réserves connues. Un truc est vraiment primordial à comprendre dans le monde. Personne n'aime perdre de l'argent. Ouais, c'est Captain Obvious présente, mais en fait, c'est un argument qui est très souvent avancé. Actuellement, l'uranium rapporte très peu à ses exploitants. Jusque-là, on avait beaucoup d'offres et une demande inférieure à cette offre. Donc les prix restaient bas, moins de 130 $ le kilo. Et si le prix est bas et que tu sais exactement où aller chercher de la matière dont tu as plus que nécessaire, personne n'est assez stupide pour aller se casser le yonf à faire des prospections qui coûtent plus cher que ce que tu vends ton produit dont tout le monde se fout. Si tu ajoutes à ça la crise financière de 2008, la recherche de nouveaux gisements, si tu veux, c'est un peu comme la dégustation de la nouvelle recette de clafoutis à l'artichaut de Tata Simone. Tu remets ça plus tard. Mais c'est pas parce qu'on cherche pas précisément de nouveaux filons qu'on ne sait pas théoriquement qu'ils existent. Et si l'uranium se met à rapporter plus, on pourra de nouveau investir dans de nouvelles prospections. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le pétrole au cours de l'histoire. Mais on sait qu'il y a d'autres gisements, d'autres sources. Parce que, ouais, a priori, les géologues ne sont pas totalement teubés. Ils en connaissent un petit peu plus sur la composition de la croûte terrestre que le grouillot du coin. Ils ont des outils suffisamment robustes pour faire des estimations un poil plus correctes que celles au doigt mouillé. Il y a plein de trucs assez précis qu'on peut déduire sur la base d'indices solides. Et comme la demande chinoise a boosté un peu les prix ces dernières années, il devient de nouveau rentable de chercher ces nouveaux filons. En 2016, on a découvert un très gros gisement totalement inédit en Mongolie par exemple. Les gisements accessibles actuellement, à moins de 130 $ le kilogramme, ça représente environ 6 millions de tonnes. Environ, donc 100 ans de consommation. Et ceux estimés à moins de 260 $ le kilo, c'est 7,5 millions de tonnes. Pour rappel, 100 grammes d'uranium pur, en termes énergétiques, c'est l'équivalent d'1,5 tonne de charbon ou 1 tonne de pétrole. Donc pareil, l'argument du prix de la hausse colossale du prix du nucléaire régulièrement avancé, en termes de malhonnêteté intellectuelle, on est sur le Pablo Escobar du QI. Même en doublant le prix actuel, ça coûte 26 balles pour générer l'énergie d'1 tonne de fioul. Faudra que tu nous dises où tu fais le plein pour 2,6 centimes le litre. On cherche également d'autres sources d'approvisionnement, des sources non conventionnelles comme on dit. On a des stocks non utilisés, on recycle d'anciens déchets nucléaires, etc. Et donc tout ça nous donne facilement encore 250 ans au rythme actuel. Autant dire une éternité pour trouver d'autres technologies, d'autres techniques plus efficaces ou d'autres carburants. Il y a encore d'autres sources non négligeables, comme les cendres de charbon par exemple, les phosphates et l'eau de mer. Le département de l'énergie américain estime qu'environ 22 millions de tonnes d'uranium sont récupérables dans les phosphates, donc encore 300 ans de consommation supplémentaire large. Et avec l'eau de mer, on trouve environ 3 mg d'uranium par mètre cube. Là on arrive carrément à 4 milliards de tonnes d'uranium. Donc là, le mec qui trouve un moyen simple et pas trop coûteux de filtrer le délire, il se fait des nouilles encore. Et on est reparti pour alimenter nos centrales jusqu'à la sortie de Fast and Furious 7432. Surtout que la France est le pays qui possède le plus grand territoire ultramarin du monde. Moi je serais vous, je commencerai à chercher par là.
Le réseau Sortir du nucléaire dresse un bilan bien moins optimiste. Je vous mets bien entendu le lien en description, mais leur analyse se base sur le pire scénario possible, des arrondis très défavorables, et malheureusement, beaucoup de leurs liens en description ne sont pas accessibles. Mais ils citent notamment Cameco, premier exploitant mondial de mines d'uranium. On ne peut pas affirmer que la totalité, ni même une partie quelconque des ressources inférées pourra un jour être classée dans une catégorie plus favorable. Alors, c'est typiquement le genre de phrase dont je vous mets en garde sur cette chaîne depuis des années. Non, en effet, on ne peut pas affirmer. Ça serait totalement malhonnête d'affirmer, encore une fois, tant que le contrat n'est pas signé, rien n'est sûr. Donc tant qu'on n'a pas la mine d'uranium sous le zen, effectivement, on ne peut pas affirmer. Mais ne pas pouvoir affirmer ne veut pas dire que c'est infaisable. Il cite ensuite une étude de 2006 qui fait état de ressources qui auraient disparu, notamment en France, et il est tout à fait possible que certains gisements soient surestimés en quantité ou en coût d'extraction. Mais l'immense majorité des études montrent l'inverse de ce que prétendent Sortir du nucléaire, qui voit la fin des gisements en 2070, dans 50 ans quoi. Non. Voilà. Entre les sources réelles et connues des mines à l'eau de mer, même en comptant une grosse marge d'erreur, des difficultés techniques indéniables, on ne peut pas passer comme ça de plusieurs siècles théoriques à 50 piges. Ça, c'est l'hypothèse la plus pessimiste du pire interprété des études les plus pessimistes. C'est le Vierzon un dimanche après-midi de novembre en termes d'optimisme. Et c'est en contradiction totale avec le reste des connaissances. Un dernier rapport des organismes qui régissent le nucléaire dans le monde sont très clairs, on est large. Voilà, j'espère avoir fait le tour des questions liées à ce métal, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans tout ce fatras. N'hésitez pas à me poser de vos questions et remarques en commentaire, comme d'habitude, commentaires épinglés pour les cagades que j'aurais pu raconter. Et donc pour résumer, l'uranium est un métal lourd, toxique sur le plan chimique, mais finalement très peu sur le plan radiologique. On se sert des 0,7% d'uranium-235 fissile et on stocke ou fertilise le reste d'uranium-238, peu réactif, en attendant de lui trouver une application dans les réacteurs de 4e génération par exemple. On en trouve partout sur la Terre, on se fournit dans une demi-douzaine de pays pour éviter tout conflit. C'est un métal relativement peu cher à extraire, avec d'énormes capacités conventionnelles ou non, encore non exploité. Sa puissance ultra concentrée nous permet de générer beaucoup d'énergie en déplaçant relativement peu de matière. Et franchement, voilà. Donc, comme d'habitude, je dis pas que le nucléaire est une solution parfaite, vu qu'aucune solution n'est jamais parfaite, ni même que l'uranium est une solution parfaite. On va parler du thorium dans la prochaine vidéo dans une semaine ou 15 jours. 15 jours on va dire. Abonne-toi, pas louper. Mais il faut toujours se méfier de ceux qui crient au loup en ce moment, c'est souvent basé sur une méconnaissance totale du sujet. Merci à Valentine de Sciences de Comptoir pour son éclairage géologique et ses liens. Bien entendu, je vous les mets tous en description pour pousser le bouchon plus loin, Maurice. Et puis voilà, des bisous et n'oubliez pas que rien n'est à craindre, tout est à comprendre.